Stephen King, le grand Stephen King, l'unique Stéphane Roy, nous parle du projet MKUltra. C'est le sujet dont je voulais vous parler, sujet léger. C'est tout de suite, c'est maintenant. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Sur Juste Milieu, les copains. Donc, pourquoi je vous parle de ça, de Stephen King et du projet MKUltra? Vous le savez, j'aime le pâté et j'aime la littérature. Aujourd'hui, je ne parlerai pas pâté, donc je parlerai littérature. Voilà, pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui n'ont pas suivi. Bon, voilà, hein, si tu veux que je te dise, si t'as le QI d'Anne Hidalgo, c'est quand même pas de ma faute. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un bouquin que j'ai lu il y a quelques temps, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait penser à de drôles de choses. Bouquin qui a récemment été adapté en série. Donc ça tombe bien. On va parler de tout ça, on va parler culture et MKUltra avec quelques rappels très importants sur cette affaire MKUltra. Je trouve ça toujours intéressant de revenir sur l'un des complots les plus officiels de tous les temps. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Alors, on y va tout de suite dans le vif du sujet. Pas de temps mort, no time for dead. Et si un roman de Stephen King cachait bien plus qu'un simple thriller? Thriller, ça veut dire ça te met la chair de poule. Et si vous êtes vegan, ça vous met la chair de tofu. Et ça, c'est plus rare. Ce livre s'appelle The Institute, l'Institut en français, qui ne serait pas qu'une fiction, mais une métaphore directe d'une des plus grosses théories du complot récentes. Des enfants kidnappés, des expériences secrètes, des pouvoirs psychiques récupérés par une mystérieuse agence, et au centre de tout ça, cette fameuse organisation, cette fameuse agence qui prétend protéger l'humanité. C'est l'histoire de ce livre de Stephen King. Je vais vous en parler. Je vais vous expliquer un petit peu le contexte, vous expliquer tout ça et vous expliquer pourquoi ça m'a fait penser au projet MKUltra. On prendra le temps d'en parler un petit peu avec quelques rappels importants sur le projet MKUltra, sur ce que vous savez et je suis sûr sur ce que vous ne savez pas, avec d'autres éléments MKUltra, parce que pour tout vous dire, c'est un sujet qui me passionne depuis quelques temps. J'ai pas mal bossé sur ça. Et c'est intéressant de se dire que tout n'est peut-être pas derrière nous. On va en parler tout à l'heure. Donc, ce livre, The Institute, qui est un roman de Stephen King qui est sorti en 2019, donc il n'y a pas si longtemps, qui a été traduit en France dans la foulée. Vous le savez, donc Stephen King, immense auteur américain, qui a écrit des bouquins parmi les plus connus du 21e siècle et de la fin du 20e siècle, en tout cas dans sa catégorie littéraire. Donc c'est Cujo, ça... on a Shining évidemment, il y en a des tonnes en vérité. Un que j'aime bien c'est attends, je confonds toujours, c'est le Dôme, c'est ça? Je confonds parce que tu as eu la série. Oui, c'est Dôme, les 2 tomes de Dôme. J'ai trouvé ça extraordinaire. Bon voilà, Stephen King, vous le connaissez, taulier parmi les tauliers. Effectivement, écrivain très prolifique, qui écrit beaucoup, qui sort quasiment un bouquin tous les ans ou presque. Mais ce sont souvent de grands succès. Et ce sont souvent des bouquins très portés sur l'actualité. On se rappelle par exemple du livre qu'il avait écrit sur l'assassinat de Kennedy, où il évoquait là aussi une théorie du complot. Stephen King arrive à toujours avoir, en tout cas souvent, un ancrage dans le réel, avec des théories qui sont relayées, des théories parfois gênantes. Et c'est tout le sujet de The Institute dont je vous parle aujourd'hui. Donc la série est sortie en juillet 2025. Elle a été mise en ligne sur la plateforme MGM+, Metro Goldwyn Mayer. Tu sais, c'est avec le lion. Ouais. Ah, il est pas ouf le générique, mais je vais vous montrer la bande-annonce pour vous faire une petite idée de l'histoire et tout ça. Welcome to the Institute. Have we been kidnapped? We're not monsters. Without our work, the world would cease to be. What exactly is our work? What is that place? Something here is not right. How do we get out of here? Sometimes you win by showing you're willing to fight. We're gonna bring this place down. Voilà, donc vous voyez à peu près l'idée. Tout ça servi par un casting plutôt sympatoche. Ben Barnes, qu'on a vu dans la série Westworld. Pour ceux qui suivent, je vous parlerai de Westworld très bientôt parce que c'est ma série préférée. Moi, je suis pas très série, j'ai du mal à accrocher. Je m'impatiente vite, on va dire. Mais là, franchement, Westworld, je me suis régalé. On en reparlera dans quelques jours. Donc, vous voyez l'idée de cette série. Je vous en fais un résumé express. Je vais essayer de ne pas vous spoiler
pour pas vous divulgacher, comme disent nos amis québécois, pour vous garder le plaisir de lire le livre et ou voir la série, mais il y a peut-être quelques éléments qui vont sortir. De toute façon, vous avez compris quand même l'idée. Je vous invite surtout à lire le livre, je trouve qu'il est vraiment chouette. La série est sympatoche, il y a quelques temps morts peut-être. Donc c'est l'histoire d'un certain Luke Ellis, qui est un enfant surdoué, voire plus que ça, et qui va être kidnappé sous les yeux de ses parents. Il se réveille dans ce fameux institut, qui est un endroit assez curieux, où sont recueillis des enfants qui sont suspectés d'avoir des pouvoirs. Notamment télépathie et télékinésie. Donc, télépathie, lire dans l'esprit des gens, télékinésie, déplacer des objets. Voilà. Et kinésithérapeute, ça n'a rien à voir. Donc, on va suivre dans le roman, aussi bien dans le roman que dans la série, on va suivre cette histoire de Luke Ellis. Et on comprend vite qu'il va y avoir de véritables expérimentations, qui sont menées sur ces pauvres gosses, ces pauvres adolescents, en vérité. Ce sont des jeunes qui ont entre 10 et 17 ans. Donc il y a des gosses, mais il y a aussi des ados. Et on comprend que ces expérimentations servent des intérêts qui ne sont évidemment pas ceux des enfants, mais qui sont ceux d'une mystérieuse agence qui a tous les atours de la CIA. Donc j'essaie de pas vous donner trop de détails, comme ça vous gardez le plaisir de découvrir le film et ou la série, comme dit, c'est important. Donc au centre de cette histoire, on a des thèmes assez forts que vous avez déjà devinés, des enfants sacrifiés pour un bien supérieur, une manipulation institutionnelle, donc voire gouvernementale, la perte du libre arbitre, la métaphore sur les dérives politiques et technologiques modernes. On a vraiment toutes ces questions centrales dans l'histoire qui sont très intéressantes et, comme souvent chez Stephen King, qui sont mises en exergue de manière très intéressante. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas posées comme ça pour faire un peu un télo, c'est que tout au long du roman se posent ces questions-là, et avec des personnages qui ont une forte ambivalence, notamment je pense à la directrice de l'Institut, aussi bien dans le film que le livre, la série que le livre, pardon. Je pense à celle qui dirige l'Institut et qui, on sent que c'est un personnage qui fait le mal pour faire le bien. Donc on a vraiment une question quasi philosophique d'ailleurs. Donc, comme souvent chez Stephen King, on a ça et je trouve ça... j'aime beaucoup. C'est ce que j'aime aussi beaucoup chez Stephen King. Donc, évidemment... Et c'est là que la comparaison devient troublante. Là encore, et comme souvent chez Stephen King, clairement... on a le sujet MKUltra qui est même pas en arrière-plan. C'est-à-dire qu'il ne manquerait plus que Stephen King le nomme directement dans le roman. Ça transparaît dans l'histoire, ça transparaît dans les événements, ça transparaît dans tout, que ça se sent. En fait, ça se sent véritablement que Stephen King fait des références à ça. J'en mets clairement ma main à couper. Hein, vraiment, ça me semble assez clair. Pour la parenthèse, on me dit que dans le chat, apparemment, ça a remis le paramètre de les gens peuvent pas commenter. Attendez, bougez pas, je vois vos trucs dans le chat parce que c'était juste un clic à la con, je sais plus. Je vous le ferai après pour le chat. Peut-être que ça a remis le truc qu'il y a que les abonnés qui peuvent participer. Je vous le remettrai, je sais plus où c'est. Vous inquiétez pas, je le vois, je m'en occuperai. Bref, donc cette histoire de MKUltra. Et je vous l'ai dit, je veux pas trop vous parler en fait de l'Institut, aussi bien le livre que la série, parce qu'il y a un vrai plaisir franchement à découvrir cette histoire, donc je vous invite à le faire en premier lieu. Bien évidemment, je vous donnerai le lien pour la fiche récapitulative de tout ce que je vous dis à la fin de cette séquence, aussi bien pour découvrir l'univers du livre-série et le projet MKUltra, avec quelques infos qu'on ne lit pas forcément ailleurs sur ce projet. Fiche récap, vous le savez, c'est la nouvelle petite tradition, j'espère que ça vous plaît. Mais ce projet MKUltra, justement, parlons-en. Parce que, je vous le disais tout à l'heure, c'est, je trouve, la théorie du complot la plus officielle que nous ayons eue ces dernières années. C'est-à-dire que le projet MKUltra, on a tout le temps un fact-checker qui passe par là pour nous dire « gna gna gna, c'est des conneries », mais « gna gna gna, il y a des preuves ». Gna gna gna, Bill Clinton lui-même avait fait une allocution à la fin des années 90 pour reconnaître la responsabilité du gouvernement américain dans le projet MKUltra. Donc si vous voulez, pour une théorie du complot que rien ne prouve, ça fait quand même beaucoup si l'ami Bill, entre deux fellations sous le bureau, nous parle d'MKUltra. D'ailleurs, pour ceux qui auraient des doutes, je vous propose de découvrir la séquence. This report I received today is a monumental document in more ways than one. But it is a very, very important piece
of America's history, and it will shape America's future in ways that... Toute sa séquence, alors je vous passe le discours en entier, mais vous pouvez le retrouver sur YouTube évidemment si vous le souhaitez. C'était en 1995. Bill Clinton avait présenté les excuses de la nation américaine aux victimes de ce projet. Donc, parlons-en du projet MKUltra justement pour refaire un peu le point. Peut-être que vous savez certaines choses là-dessus ou pas, mais je trouve ça toujours intéressant de faire des rappels pour expliquer l'ampleur de quelque chose. Vraiment, je pense qu'il est très difficile de comprendre l'ampleur de ce fameux projet MKUltra qui déjà en lui-même faisait partie d'un ensemble de projets secrets menés par la CIA qui était plus large, qui était vraiment plus large. Je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs, le nom de l'ensemble des projets. Parce qu'il y avait le projet Bluebird, il y avait le projet Artichoke, il y en avait plusieurs qui étaient intégrés dans quelque chose de plus large. Il faudrait que je vous retrouve le nom de l'ensemble de ces projets-là. Donc le projet MKUltra, dites-vous, c'est déjà une branche des projets secrets menés par la CIA. Donc je vous donne quelques éléments de contexte. Le projet MKUltra a été lancé en 1953, approuvé par le patron de la CIA de l'époque, un certain Allen Dulles. Donc si vous voulez, si le diable avait des concurrents, Allen Dulles serait en Ligue des Champions. Hein, vraiment, c'est une saloperie, on va pas se mentir. Donc ça a été approuvé le 13 avril 1953, très exactement, et placé sous la direction d'un certain Sidney Gottlieb. Je vous ferai une séquence entière sur Sidney Gottlieb. Alors pareil, dans la catégorie concurrent du diable, lui il est pas mal. L'ami Gottlieb, drôle de personnage. Je peux pas trop m'épancher sur lui parce que vraiment il y a des choses extraordinaires, enfin extraordinairement terribles. Je vous en reparlerai dans une émission prochaine. Le projet MKUltra a été arrêté au début des années 1970 quand, la légende raconte, la CIA s'est rendu compte que beaucoup de ces expérimentations avaient été menées dans le dos de la direction de la CIA. Évidemment. Pour rappel, les archives ont été quasiment détruites entièrement par Gottlieb lui-même, Sidney Gottlieb lui-même. Donc voilà, pour ça qu'à MKUltra, le peu que nous puissions savoir, j'y reviendrai dans quelques minutes, sachez que la majeure partie des archives ont été détruites par Gottlieb lui-même. Parce que peut-être il n'a pas fait exprès. Voilà, on va rester sur cette version. Peut-être c'était pour cacher des trucs. Non mais voilà, si j'étais complotiste, je dirais ça, mais je peux pas dire ça. Donc je le dis pas, de fait. Alors, quelle est l'idée de ce projet MKUltra ? L'objectif était finalement assez simple, travailler et mener des recherches autour des techniques de manipulation mentale. Ce sont des travaux d'ailleurs qui ne datent pas du projet MKUltra. Dès 1920, on retrouve, donc dans l'ancêtre de la CIA, qui était plutôt l'OSS, on retrouve déjà des travaux qui étaient menés autour de la question de la manipulation mentale. Comment on est arrivé à manipuler le cerveau des individus à des fins militaires, à des fins technologiques, à des fins de propagande. Comment on arrivait à manipuler le cerveau ? D'ailleurs, vous aviez le projet Bluebird, par exemple, qui date des années 30, où les services secrets américains travaillaient autour de l'intérêt du LSD comme arme chimique. Le LSD, donc cette fameuse drogue, qui est un dérivé de l'ergot de seigle. Donc on parlera de l'affaire de Pont-Saint-Esprit dans quelques minutes. Donc ceux qui ont entendu parler de cette affaire connaissent l'histoire de l'ergot de seigle. L'ergot de seigle qui est une... je crois que c'est enfin, pas l'emballage, mais le tour de la graine de seigle, si je dis pas de conneries, qui peut rendre complètement taré. Et vous avez une substance à l'intérieur qui a permis de synthétiser le LSD. Donc LSD qui est une drogue assez forte, enfin, selon le dosage, et qui peut vous mettre dans un état particulier de transe, qui peut vraiment mettre le fonctionnement de votre cerveau dans une autre dynamique. Vraiment, on est sur une autre ambiance. Et dès les années 30, les services secrets américains se disaient qu'il y avait un intérêt à cette drogue et qu'en fonction de certains dosages, on pouvait parvenir à manipuler le cerveau des gens. Pour la petite anecdote, c'est le laboratoire suisse Sandoz qui a inventé, c'est un laborantin de ce laboratoire suisse qui a inventé le LSD. Et la CIA avait voulu à un moment donné mettre la main sur ce laboratoire pour monopoliser la production de LSD. Pour la petite anecdote, c'était même avant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait déjà des premiers contacts. Je sais plus où j'ai lu ça. Si c'est sur un bouquin dont il faut que je vous parle dans quelques temps, sur la drogue et le Troisième Reich. Encore un sujet sympa. Je vous en reparlerai dans quelques jours. J'ai plein de trucs à vous dire en ce moment. J'ai plein de sujets sympas à vous partager. Mais on continue sur MKUltra. On avance un petit peu dans le temps. Donc ça, c'était le projet Bluebird. On avance un petit peu dans le temps. Voilà, c'est un champignon, l'ergot de seigle. Excuse-moi, je sentais que je disais une connerie. On me corrige dans le chat. Effectivement, c'est une maladie qui touche le seigle. C'est ça. Les plantations de seigle. Excusez-moi.
excusez-moi. Et c'est un champignon dans lequel on a synthétisé la substance. Merci. Donc on avance un petit peu, la Seconde Guerre mondiale se passe, plus que jamais la question de la manipulation mentale était au premier plan, parce que les nazis travaillaient dessus, les soviétiques travaillaient dessus, les japonais travaillaient dessus avec la terrible unité 753 par exemple, et durant la guerre de Corée, ce qui a directement déclenché le lancement du projet MKUltra par la CIA, enfin par certains membres de la CIA qui ont fait ça dans le dos. Pendant la guerre de Corée, il y a eu cet événement assez fou où des pilotes de l'aviation américaine, de l'US Air Force, ont été capturés par les militaires coréens et ont été retournés. C'est-à-dire qu'il y a eu un véritable lavage de cerveau où l'état-major américain s'est rendu compte que les soldats, les bons aviateurs américains comme on les imagine, God Save America, étaient God Save, pas Save America. Ils avaient véritablement été retournés, et à partir de là, les Américains commencent à se dire qu'ils sont en train de perdre la bataille du lavage de cerveau, la bataille de la manipulation des cerveaux, et c'est de là vraiment que va être lancé, c'est cet événement qui va déclencher le lancement de l'opération MKUltra. Donc l'objectif était clair, créer des techniques de manipulation mentale pour interroger ou briser la volonté humaine. Alors à partir de là, c'était roue libre. Je vous le dis honnêtement, sur l'affaire MKUltra, je pourrais faire une vidéo beaucoup plus longue, j'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs il y a 2 ans sur le projet MKUltra. Ils ont essayé énormément de choses. On parle souvent du LSD, on parle souvent des drogues, mais il y avait aussi l'hypnose, la privatisation sensorielle, les électrochocs, l'isolement, et tout ça, parfois sans consentement. D'ailleurs, la plupart du temps, sans consentement. La facette la plus horrible du projet MKUltra, c'est que déjà, de se dire que les services secrets américains ont testé tout ça sur des citoyens américains. Déjà, tu te dis, pas cool les mecs. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que en fait, le projet MKUltra s'est mis en place. Donc, tout ça a été piloté par le fameux Sidney Gottlieb dont je vous parlais. Et tout ça a été mis en place de manière, secrète, mais jusqu'au bout, jusqu'aux expérimentations. Pour vous donner un ordre d'idée, quelques mois avant la fin du projet MKUltra, Sidney Gottlieb avait eu l'idée. Et c'était du côté de Boston ou Chicago, si je dis pas de conneries. C'est dans une grande ville américaine. Sidney Gottlieb avait eu l'idée de fabriquer des fausses maisons closes, où en fait, dans les chambres, où malheureusement, il y avait des prostituées, et bon, après, je vous raconte pas la suite, Sidney Gottlieb avait l'idée de mettre des vitres sans teint pour observer en fait la réaction des gens qu'il soumettait à des micro-dosages de LSD. Mais qui mettaient n'importe où, dans les boissons, dans la bouffe, toute la maison close, tout le fonctionnement de la maison close avec les boissons, la nourriture et compagnie, tout était fait pour que les gens prennent du LSD et de là ils observaient les conséquences. Et tout ça, évidemment, sans le consentement des gens. On me dit effectivement dans le chat, merci à Antoine Job qui précise, c'est Albert Hoffman qui a inventé le LSD. Voilà, j'ai oublié le nom, on peut lui rendre hommage. Évidemment, ça nous a offert de magnifiques albums des Beatles et de superbes soirées chemsex de Pierre Palmade. Donc, pour vous dire, en fait, le projet MKUltra, ce qu'on dit moins souvent, c'est ça. La réalité du projet MKUltra, c'était ça. C'est que c'était mené de manière clandestine. Et il y avait de véritables cobayes que l'on soumettait aux tentatives de manipulation mentale, aux expérimentations, sans consentement, sur des citoyens américains il y a 70 ans. Donc je ne vous parle pas d'un truc il y a 300 ans. C'était il y a vraiment pas longtemps. Et on a soumis à des expérimentations d'une cruauté incroyable, véritablement incroyable. Tout ça pour briser le cerveau et la psychologie des gens. Et évidemment, ça ne s'est pas arrêté aux États-Unis. Pour vous donner un exemple, au Canada, il y a eu une université, il y a eu un institut qui a été fondé par la CIA spécifiquement pour les expérimentations MKUltra. Parce que ce fonctionnement clandestin, si vous voulez, il y avait 2 branches. Il y avait une part de fonctionnement clandestin qui se faisait dans des maisons closes, dans des endroits peu fréquentables, on va dire, et il y avait une part supposément officielle. C'est-à-dire que vous aviez des hôpitaux, des universités, des hôpitaux universitaires, qui étaient complices de la CIA, et ils faisaient des expérimentations à des malades qui venaient pour complètement autre chose dans les hôpitaux. C'était le cas, par exemple, dans l'hôpital à l'université de Boston, par exemple, et dans plusieurs hôpitaux à travers le pays. Donc vous aviez des gens qui étaient malades, qui venaient pour des trucs qui n'avaient rien à voir, et qui étaient soumis à des expérimentations MKUltra. Au Canada, vous avez l'Institut Allan Memorial de Montréal,
qui était financé par la fondation Rockefeller et John Wilson McConnell. Pour la petite info, alors fondation Rockefeller, vous connaissez l'histoire. John Wilson McConnell, il est un peu moins connu, c'est le propriétaire du Montréal Star, l'un des plus grands journaux canadiens. Voilà. Hein, bon, bah voilà, ça arrive. La fondation Rockefeller, on retrouve du pognon derrière ça. Tout comme on retrouvait du pognon d'ailleurs de la fondation Rockefeller derrière les agissements de cette saloperie de, comment il s'appelle, le pédocriminel là, qui avait fait des études sur les gamins. Bon, ça m'échappe, j'ai pas la mémoire là-dessus. Si vous suivez la chaîne, j'avais fait une vidéo sur cette merde. Bref, la fondation Rockefeller, bon, ils mettent du pognon, ils en ont plein, donc ils donnent, hein, voilà. Puis parfois c'est pour des trucs pas cool, ça arrive. Donc au Canada, vous avez un institut qui a été clairement financé pour ça, pour mener ces expérimentations. Voilà, Alfred Kinsey, merci à mon Hervéro. Comment j'ai pu oublier ça? Alfred Kinsey, absolument. Je vous renvoie vers une vidéo sur la chaîne qu'on a faite il y a quelques mois maintenant. Donc, au Canada, il y a un institut qui a été mené pour la même chose, faire des expérimentations clandestines, et la plupart du temps sans consentement des individus. Encore plus fou, et ce qui est un petit peu moins connu concernant MKUltra, et comment les Américains ont mené ces expérimentations, même en dehors des frontières américaines, vous avez le cas en Allemagne. Un certain Kurt Blom, ancien directeur du programme de guerre biologique nazi, qui a été réhabilité par les Américains au lendemain des procès de Nuremberg. Donc, vous vous en rappelez, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour la petite parenthèse, on parle souvent de l'opération Paperclip, c'est-à-dire vous avez plus de 2000 scientifiques, chercheurs et techniciens nazis qui ont été exfiltrés aux États-Unis, dont certains ont fini à de très hauts niveaux. Vous avez l'un des patrons de la NASA dans les années 50 qui était un ancien nazi, par exemple, monsieur Werner von Braun. Vous en avez un paquet comme ça, un paquet qu'on a retrouvé à des postes très élevés dans des grandes agences américaines, agences publiques la plupart du temps. Ça, c'est l'opération Paperclip. Mais il faut la remettre dans un contexte très important, qui est celui de la fin de la Seconde Guerre mondiale, où en vérité, toutes les forces alliées cherchaient à mettre le grappin sur les chercheurs et sur les cerveaux nazis, plus largement. La France a fait ça, avec validation du général de Gaulle. Le père du moteur que l'on retrouve dans les avions de chasse Mistral, les avions de chasse français, l'inventeur de ce moteur-là est un ancien nazi. Les soviétiques ont fait la même chose. Il y avait une véritable guerre pour récupérer les cerveaux. Et c'est pour ça que je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est qu'il faut se remettre dans un contexte militaire et un contexte de pragmatisme militaire. Bien sûr que moralement, donner une sorte de seconde chance à des nazis, ça peut sembler scandaleux. Sauf que si le cerveau nazi ne vient pas chez vous, il va aller ailleurs, dans un autre pays, qui lui ne se gênera pas. Donc, l'opération Paperclip, bien sûr qu'elle est choquante, je ne vous dis pas le contraire, mais il faut le remettre dans un contexte où tout le monde faisait ça. Il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle Les Associés du Diable ou quelque chose comme ça. Attendez, il faut que je vous retrouve la référence. Je crois que c'est encore Éric Branca, qui est quand même quelqu'un d'assez extraordinaire, qui a évoqué ça. Non, c'est Michel Tedoldi. Michel Tedoldi qui a écrit un bouquin, voilà, Un pacte avec le diable. Je vous donne la référence si vous voulez creuser cette question. Je vous en parlerai un de ces quatre de ce bouquin. Je vous ferai une fiche récap bouquin bientôt. Voilà, ce livre-là nous parle de ça. Nous parle de ça, Un pacte avec le diable, qui parle de ces scientifiques nazis qui ont été récupérés par les Français à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Je vous en parlerai bientôt, vous inquiétez pas. Donc, tout ça pour dire que l'opération Paperclip se fait dans un contexte où tout le monde fait ça, si j'ose dire. Donc, ce fut le cas, pour revenir à notre sujet MKUltra, ce fut le cas de ce fameux Kurt Blom. Je vais essayer de vous montrer la photo. Je crois qu'il y en a... Oui, voilà, regardez. En plus, une bonne tête qui fait pas du tout peur. Notre ami Kurt Blom, c'est celui-là. Et Kurt Blom, si vous ne le saviez pas, je vous donne l'info. Les Américains lui ont demandé quoi? Kurt Blom, ils lui ont demandé tout simplement de mener ce genre d'expérimentation sur le sol allemand. Et de faire cela durant des interrogatoires qui étaient menés. Et Kurt Blom utilisait différentes substances comme la métrazole, séconal, la dexédrine. Alors, je vais être très clair avec vous, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Voilà. Je ne veux pas non plus faire le malin. Autant il y a des trucs que je sais, autant il y a des trucs que je ne sais pas. Donc, autrement dit, démerdez-vous. Voilà, pour savoir ce que c'est, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, c'est que quand un nazi vous fout ça dans les veines, à mon avis, c'est pas bon signe. Donc, on a une autre histoire. Il y a une grosse suspicion pour dire à quel point les Américains ont mené ou ont pu peut-être mener ces expérimentations hors de leurs frontières. Vous avez cette histoire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit. Alors, sur ce point-là, autant tout le reste de ce que je vous dis
Je l'ai travaillé et je l'ai sourcé avec différents ouvrages notamment qui parlent du projet MKUltra. Donc tout ce que je vous dis est sourcé, je peux avancer les sources à n'importe qui si nécessaire. Autant l'affaire de Pont-Saint-Esprit demeure un mystère, parce qu'on ne peut pas affirmer que cette histoire soit en lien direct avec le projet MKUltra. Il y a de lourds soupçons, mais rien ne permet de le confirmer. Je vous montre, c'est Brut qui a fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, sur cette affaire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit. La vidéo de Brut date du 15 août 2018 et ça nous ramène en 1951, extrait. Dans ma réaction par les fenêtres, ils se sont tués et on était fada. Voilà, donc bon, la vidéo de Brut n'est pas forcément très dynamique, mais en gros l'histoire, donc c'est le village de Pont-Saint-Esprit, qui est dans le Gard. J'ai grandi là-bas, donc je suis allé jouer au handball, c'était des pompes à vélo. Pont-Saint-Esprit, qui est dans le Gard, nord du Gard. En 1951, vous avez un beau jour, enfin une bonne nuit en l'occurrence, une belle nuit. Des gens qui se réveillent, des dizaines de personnes qui se réveillent et qui pètent un câble. Très clairement, qui passent pour des fadas, qui font des trucs de fous. Tout le monde se dit merde, ils deviennent tarés. Forcément, il y a beaucoup de croyances, notamment religieuses, encore à ce moment-là. Et tout le monde se dit merde, il y a un problème, tout, voilà. L'histoire a été un petit peu enterrée. La version officielle aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a eu justement la maladie de l'ergot de seigle et que du pain avait été vendu par un boulanger du bled, avait été vendu à plein de gens, et sauf que ce pain, il y avait du seigle dedans, et donc c'est ça qui a fait que les gens devenaient tarés. Alors il y a eu plusieurs versions contradictoires, il y a des experts qui estiment que c'est impossible, et qu'une quantité dans du pain ne peut pas rendre taré, comme les effets du coup du LSD synthétisé, enfin de l'ergot de seigle, de la substance qu'il y a dans le LSD, de la substance qu'il y a, dans l'ergot de seigle pour faire du LSD. Bref, il y a une version officielle qui est contredite, mais il n'y a pas de preuve pure et parfaite. En tout cas, il y a une autre version non officielle qui estime que c'était tout simplement un test de la CIA qui avait plutôt opté pour, je crois que c'était le déversement de LSD dans le point d'eau du village, une contamination par l'eau ou par l'air, pour tester justement la capacité à répandre du LSD sur les individus, et qu'il y aurait eu un accident qui a fait que en fait, tout le monde a été touché. Sauf erreur, il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu quand même un peu des dégâts, des types qui étaient tarés. Donc, et il y a encore plein d'autres histoires. Je pourrais vous parler de ça vraiment pendant des heures, parce que c'est un sujet que je trouve passionnant, qui est en lien avec beaucoup de choses. Donc je vous donne les exemples un peu les plus forts. D'ailleurs, ça nous met aux prises avec pas mal de sujets, les liens, cette fameuse opération Paperclip, le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la capacité des Américains à mener des opérations du genre en dehors de leurs frontières, et surtout la capacité des Américains à considérer comme des cobayes leurs propres citoyens pour des expérimentations secrètes. Bref. Donc, pour revenir au cœur du sujet, toute cette opération MKUltra s'est faite dans un contexte qui est celui que vous connaissez, qui est celui de la guerre froide, où évidemment les Américains suspectaient les Russes d'avoir un coup d'avance sur la manipulation mentale, sur la capacité à faire du lavage de cerveau, comme on dit, et donc MKUltra avait beaucoup d'intérêt pour le pouvoir américain. C'est pour ça que, je vous le disais tout à l'heure, quand la réaction officielle a été de dire l'état-major de la CIA s'est rendu compte que l'opération MKUltra avait été menée dans le dos de cet état-major et qu'il ne savait pas vraiment ce qui était fait. Voilà, on peine à y croire. Au total, je vous en parlais tout à l'heure, au total, ce sont plus de 84 institutions qui étaient concernées par les expérimentations clandestines MKUltra. Quand je parle d'institutions, je parle d'universités, d'hôpitaux, de prisons, parce qu'évidemment, on faisait aussi ça sur des prisonniers, sinon c'est pas marrant. Donc voilà, vous voyez un petit peu l'horreur, je pense qu'on a déjà des contours plutôt sympatoches. Et donc, en 1973, les premières révélations ont eu lieu par voie de presse dans les médias américains. La CIA, par la main de Sidney Gottlieb, ont détruit la majeure partie des archives, et il y a eu une enquête qui fait vraiment qui est le point de départ des révélations autour d'MKUltra. Pour la petite anecdote, je vous en parle de cette enquête, celle-ci. Je vous ai retrouvé l'archive du New York Times. Cette enquête qui a été réalisée le 22 décembre 1974, en tout cas publiée, par un certain Seymour Hersh.
Rappelez-vous, Simon Hersh, c'est le même monsieur qui avait révélé les dessous de l'explosion du gazoduc Nord Stream 2, en disant que c'était un coup monté par le pouvoir américain en lien avec d'autres pays européens, et que, évidemment, la Russie n'avait rien à voir là-dedans. Donc Simon Hersh, si vous voulez, quand dans nos médias récents on nous a expliqué que c'était une trompette, le mec a ce genre de révélation derrière lui. Et il a également l'histoire de cette prison en Afghanistan ou en Irak, c'est également lui qui a révélé ça. Excusez-moi, j'ai ma mémoire qui est un peu défaillante ce soir. À Abu Ghraib, voilà, la révélation d'Abu Ghraib, c'est également Simon Hersh. Donc si vous voulez, comme on dit, c'est pas Julien Pain le mec. Hein. Donc voilà Simon Hersh, cette enquête qui fait foi, que je vous invite vraiment à découvrir, où en 1974, on révèle tout. Donc vraiment, le lien, je vous le donnerai à la fin de la vidéo, vous avez tout là-dessus, vous pouvez le traduire en français avec Google. C'est la première enquête qui a parlé d'MK Ultra, pour vous dire ce qu'on disait déjà en 1974. Et aujourd'hui, on te dit non, mais en fait, c'est du complotisme. Ce à quoi on a envie de répondre, lol. Laughing out loud. Donc, on arrive à l'analyse et la conclusion de cette séquence. Parce que, je vous l'ai dit, je suis passionné par ce sujet, et je trouve que c'est l'un des exemples les plus terribles de ce que les services secrets américains ont pu faire sur leur propre population, et sans nul doute peuvent faire. Alors, la conclusion de cette partie, et ce qui me semble important à vous dire, c'est que, déjà, soyons prudents. Pourquoi je fais le lien entre The Institute et la CIA? Je ne suis pas en train de vous dire que ce que raconte Stephen King dans ce livre est vrai. Je vous dis juste qu'il y a des références appuyées, des clins d'œil, avec cette histoire qui est très proche. Même si MK Ultra travaillait surtout sur la manipulation mentale, et que l'Institut de Stephen King s'intéresse aux histoires de télékinésie, télépathie, on a vraiment Stephen King, et c'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup, c'est que dans certains romans de Stephen King, là encore pas tous, il arrive à mettre au premier plan des sujets et des théories, parfois ouvertement complotistes. Mais il donne accès à ses lecteurs, il ouvre une porte, on va dire. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour m'engouffrer dans la porte et vous parler de ça et faire le lien avec tout ça. Donc, très clairement, le projet MK Ultra, pour revenir dans la vraie vie, le projet MK Ultra, je vous le disais, est la démonstration de ce que certains pouvoirs occidentaux peuvent faire de pire. Et peut-être que ce sera jugé ouvertement complotiste, ce que je vous dis là, à la limite, j'assume. Si on faisait ça dans les années 70, je peine à croire qu'on ait retrouvé de la morale aujourd'hui. Hein, j'ai un peu de doute. J'ai un petit peu de doute. On faisait ça il y a 50 ans. Alors imaginons aujourd'hui ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux, la circulation des datas et tout ce que vous voulez. Donc c'est aussi pour ça qu'il est intéressant de garder en tête ces affaires d'MK Ultra, de faire un peu de trier le bon grain de livret, si j'ose dire. Parfois, il y a aussi des conneries qui circulent sur ce truc-là, mais en vrai, quand on regarde ce qui est avéré, ce qui est sourcé, ce qui est vérifié concernant le projet MK Ultra, il n'y a pas besoin de se fatiguer à chercher des théories complotistes supplémentaires. Hein, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas trop mal. C'est pour ça que c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et donc, ce qui me plaît, en plus sur le projet MK Ultra, c'est que, et pour finir là-dessus, Stephen King n'est pas le seul dans le monde culturel à avoir fait des références au projet MK Ultra. Il y a beaucoup d'autres références. Vous avez par exemple la saga La mémoire dans la peau, avec Jason Bourne. Voilà, qui est le surnom américain de Brigitte Macron. Elle, c'est Jason Bourne. Oh, elle est facile. On évoque ça, par exemple, dans cette trilogie qui a été très vue au Cinoche. Vous avez la série Stranger Things, plus récemment, que j'ai adoré, pour le coup, qui est vraiment chouette, qui nous met dans une ambiance un peu à l'ancienne, la années 70-80. C'est plutôt sympa. Alors, pour le coup, il y a des histoires de monstres qui vont un petit peu plus loin, mais là encore, il y a des références très appuyées sur des tests qui sont menés sur le personnage de Eleven, voilà, pour ceux qui l'ont vu, ou 11, pour ceux qui ont arrêté l'anglais en CE2. J'ai plutôt bien aimé cette série. Là encore, il y a des références très appuyées. En littérature française, vous avez eu récemment le syndrome E de Franck Thiès. Je ne sais pas si... qui est plutôt bien, moi j'aime plutôt bien cet auteur, un des gros vendeurs français de thrillers, Franck Thiès, que j'aime plutôt bien. Et dans le syndrome E, il parle très clairement de MK Ultra. Pareil avec Marc Duguin, dans son roman « Ils vont tuer Robert Kennedy », pour ceux qui l'ont lu. Il y a quelques petites refs là-dessus. Et donc, véritablement, c'est un sujet qui revient. Donc, avec tout ce que je vous dis là, et je vous donne, voilà, vous savez que j'aime bien faire ça en ce moment, c'est chouette
pour crédibiliser aussi le travail de Juste Milieu et vous donner la capacité vous donner moyen de garder tout ce que je vous dis sur un truc concret que vous pouvez imprimer. Je vous donne le lien dans le chat Twitch et en description de cette vidéo si vous la regardez sur YouTube. Je vous donne le lien pour notre fiche récap de la vidéo. Tout ce que je viens de vous dire, on l'a compacté dans une petite fiche. Vous pouvez l'imprimer, faire des classeurs, parce que avec toutes les chaînes YouTube, toutes les vidéos que vous voyez, c'est pas forcément facile de tout retenir. On vous a fait le boulot. Au moins les trucs importants, boum, vous les avez, vous téléchargez, c'est gratis. C'est pour la maison. Vous me paierez une bière la prochaine fois qu'on se voit, ça ira très bien. Et voilà, au moins vous avez la petite fiche récap avec tout ce que je vous dis, à la fois sur l'Institut de Stephen King et sur ce que je vous ai dit sur le MK Ultra. Donc voilà, les sujets que j'aime beaucoup les amis, je voulais vous parler de ça parce que ça me permet de parler de littérature et ça permet aussi de comprendre parfois la force des œuvres de fiction qui ne sont pas que des œuvres de fiction. Et c'est en cela aussi qu'il est chouette parfois de voir des films, de lire des livres, de regarder des séries ou même d'écouter de la musique. C'est que ça nous ouvre des portes sur des sujets qui ne sont pas tout le temps fictionnels. Et c'est la force de Stephen King dans beaucoup de ses livres. Et encore plus, j'ai trouvé dans l'Institut. Voilà, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal là-dessus. Les copains, j'espère que ça vous a plu cette petite séquence. Dites-moi un petit peu dans le chat.